Un soin de l'histoire est un projet de spectacle alliant deux récits historiques, ayant pour cadre la Seconde Guerre mondiale, et un soin esthétique. Il s'agit là de mettre en perspective un poison et un remède. Nous avons choisi pour cette vidéo de laisser les deux parties à l'image, en étant conscients de sacrifier ce qui fait qu'un spectacle vivant est une expérience unique, qui ne peut s'apprécier qu'en direct. C'est aussi pour cela qu'une seule des deux histoires est racontée dans ce film, qui n'existe qu'à cause de l'interdiction de jouer due à la situation sanitaire de fin 2020. Bref, si vous désirez entendre l'autre histoire, il vous faudra vous déplacer. Pour comprendre mieux la fin de cette vidéo, si vous la regardez à plusieurs, veuillez également vous distancier en laissant à peu près l'espace d'une personne entre vous. Merci, bonne écoute, et voici tout de suite l'histoire de Madeleine, éléphant Goldstein. Madeleine Éléphant est née le 9 septembre 1921 à Montmartre. Elle est la troisième d'une famille de 4 enfants qui vit dans un petit 2 pièces de la rue du Nord à Paris. Le père est tailleur pour dames, la mère élève ses enfants, et s'ils sont juifs, leur pratique religieuse se limite tout juste à la célébration de quelques fêtes traditionnelles qui permettent surtout de se rassembler en famille autour des repas que la mère de Madeleine excelle à préparer. La vie de Madeleine bascule une première fois lorsqu'à l'âge de 11 ans, elle rencontre un garçon beaucoup plus vieux qu'elle. Il a 12 ans, de beaux cheveux bruns, et elle tombe immédiatement amoureuse. Il s'appelle Jacques, mais tout le monde le surnomme Sroulouche. C'est un amour d'enfance que tout leur entourage prend à la légère, mais qui va cependant perdurer et se concrétiser le 5 octobre 1939 par un mariage, alors que la Seconde Guerre mondiale vient tout juste de débuter un mois auparavant. Et ce mariage va même se matérialiser le 21 mars 1940 par la naissance de la petite Rosette. Malheureusement, le 22 juin 1940, la France perd la guerre, le maréchal Pétain arrive au pouvoir et les lois anti-juives avec lui. Les juifs n'ont désormais plus le droit de travailler, de se rendre dans les jardins publics, de prendre le métro. Ils doivent être servis après les autres dans les magasins, lorsqu'il reste quelque chose à servir. Jacques ne supporte pas d'être inactif. Par le biais d'un contact, il rejoint la résistance, file des coups de main et finit même par passer en zone libre. Le couple séparé, Madeleine doit se débrouiller seule avec sa fille dans un Paris gangréné par les dénonciations, les restrictions et l'antisémitisme. Ce n'est qu'à la fin du printemps 1941 que Madeleine et Rosette peuvent retrouver Jacques, qui continue ses activités clandestines. La famille s'installe à Lyon et vit de petits boulots précaires tout en participant activement à partir de juillet 1943 à la résistance, à travers le service Périclès. Rosette est confiée à des nourrices et Madeleine parcourt le sud-est de la France menant différentes missions, souvent seule, parfois avec Jacques. Il s'agit généralement de distribuer des tracts, transporter du courrier, des munitions ou convoyer les nouvelles recrues vers différents maquis. En janvier 1944, une mission plus périlleuse leur est confiée, qui nécessite de retourner sur Paris, avec tous les dangers que cela implique. Une fois de plus, il va falloir confier Rosette, une fois de plus, risquer d'être arrêté. Madeleine et Jacques ont pour consigne d'appeler le numéro d'un hôtel, rue du Vivier, et de demander à parler à une mademoiselle Puccinelli, c'est leur contact sur place. D'un restaurant de la gare Saint-Lazare, ils composent le numéro. Un inconnu décroche. Mademoiselle Puccinelli s'est cassé le bras, mais elle reçoit des visites. Vous pouvez venir. Jacques et Madeleine soupçonnent une souricière. Mais comment en être sûr ? Certes, ils ont pris l'habitude, dans la clandestinité, de se déplacer avec précaution, en restant sur leur garde. Mais d'un autre côté, ils ne veulent pas perdre le contact avec le réseau parisien. Après de longues hésitations, ils choisissent de se rendre au rendez-vous, non sans avoir prévu un plan. Madeleine pénétrera la première dans l'hôtel. Jacques attendra dehors, en faisant mine de déambuler sur le trottoir. Si Madeleine ne sort pas au bout de 5 minutes, il devra s'en aller. 5 minutes passent, et Madeleine ne ressort pas. Mais Jacques ne se résout pas à partir. 10 minutes, toujours rien. Au bout de 15 minutes, Jacques n'en peut plus. Il se décide enfin à s'en aller, lorsqu'il voit 2 hommes en civil s'approcher de lui. Son instinct lui signale que l'affaire tourne mal, mais il n'a pas le temps de déguerpir. Ces 2 hommes en imper beige lui braquent un revolver sur le ventre et l'embarquent dans l'hôtel où il retrouve Madeleine et tous les autres membres du réseau passés chez Mademoiselle Puccinelli et arrêtés avant eux. Paradoxalement, c'est leur identité juive qui leur sauvera la vie. On dira qu'on est des juifs,
glisse Jacques dans le creux de l'oreille de Madeleine. On connaît pas ces gens, ils devaient nous fournir des faux papiers et c'est tout. T'as bien compris. Il savait qu'en admettant leur appartenance au maquis Périclès, on les aurait très probablement torturés jusqu'à leur faire lâcher un nom, 2 noms, 3 noms, avant de les tuer, ou pire, de les laisser mourir de leurs blessures, comme le faisait généralement la police allemande. Madeleine et Jacques restent ainsi 3 mois en détention à Fresnes, le temps de l'enquête, avant d'être conduits à Drancy, où ils ne passent qu'une seule nuit, du 28 au 29 avril 1944, une nuit suffisante pour apprendre que leur sort est d'être conduits à Pichipoy, le pays perdu. Pichipoy, c'est comme cela que les déportés nomment cette destination inconnue vers laquelle s'en vont ceux qui montent dans les trains. Mais comment faire monter dans ces trains toutes ces femmes, ces hommes, cette masse de gens parmi lesquels des enfants, des bébés et des vieillards qui tous craignaient pour leur vie? La réponse tient en un mot: l'espoir. Les gardes distribuaient de l'argent, du papier, un nécessaire de pharmacie, une tranche de lard, du coton, des lacets. Et chacun se disait: pourquoi donner tout ça à quelqu'un si on souhaite lui faire du mal? C'est vrai que ça n'a pas de sens. Le stratagème était mesquin, voire grotesque, mais fut pourtant redoutablement efficace. Madeleine et son sroulouche prirent donc ce train, en gare de Drancy-Bobigny, qui se composait de voitures à bestiaux, sans autre ouverture que de minuscules lucarnes grillagées. Le convoi 72, du 29 avril 1944, dans lequel se trouvaient Jacques et Madeleine, a emporté vers la Pologne 1004 juifs, 398 hommes et 606 femmes, parmi lesquels on dénombre 174 enfants et adolescents de moins de 18 ans, et même un bébé de 3 mois. Au milieu du wagon, une tinette, ce seau en métal de la taille d'un baril d'essence fermé par un couvercle où chacun doit faire ses besoins, au vu et au su de tout le monde. Après 3 jours et 3 nuits, sans manger, sans boire, entassés les uns sur les autres, le train s'immobilise. Il est arrivé en gare de Auschwitz-Birkenau. Il fait encore nuit. Puis, les portes des voitures s'ouvrent enfin, laissant entrer l'air frais et les cris. Les ordres dans une langue que vous ne comprenez pas. Les coups reçus sur les corps engourdis par le terrible voyage. Au loin, les flammes des cheminées rougeoient dans le ciel noir. L'air s'imprègne d'une odeur de chair grillée. Les chiens aboient, les hurlements des officiers se mêlent aux plaintes et aux cris anxieux des enfants. Madeleine et Jacques sont séparés. Elle part en direction de l'entrée du camp, lui, de l'autre côté. Jacques a tout juste le temps de dire à sa femme « Ne t'inquiète pas, on se retrouvera plus tard ». Madeleine le croit. Elle est ensuite conduite avec d'autres femmes vers un bureau d'accueil. Là, un soldat leur ordonne « Déshabillez-vous ». Se déshabiller, pourquoi faire? Déshabillez-vous. Madeleine n'a pas tellement envie, mais certaines obéissent déjà. Alors Madeleine se déshabille. On lui rase ses longs cheveux bruns, les poils de son sexe. Une prisonnière polonaise lui attrape le bras et lui tatoue un numéro. Le 80 597, qu'elle doit apprendre par cœur, en allemand et en polonais. Ce numéro sera désormais son nom. Et durant tout ce temps, Madeleine ne se demande qu'une seule chose. Quand va-t-elle revoir Jacques, son sroulouche? Alors elle pose la question à la femme en face d'elle. L'autre la regarde. T'es arrivé avec ton mari? Oui. Tu vois ces flammes? Et soudain, serrant dans son poing le bras nu de Madeleine, elle la force à se tourner et à regarder par la fenêtre la cheminée qui crache des gerbes de feu. Tu sens pas le cochon grillé? Bah t'as plus de mari, il est mort. Madeleine garde les yeux fixes sur la cheminée jusqu'à ce que la Polonaise lui lâche le bras. Jacques? Mort? Mais elle n'a pas le temps d'y penser que déjà l'autre lui présente une gamelle rouillée dont tous les mailles à sauter et au fond de laquelle gît une nourriture piteuse et dégoûtante. Tu vomis, mais tu manges, parce que t'auras rien d'autre. Ce premier contact avec Auschwitz-Birkenau, ce n'est pas une histoire isolée. C'est réellement la façon dont cela se passait pour la majorité des déportés. C'est vraiment comme cela qu'ils apprenaient la mort de leurs êtres chers. Dans la partie du camp réservée aux femmes, Madeleine retrouve toutes celles qui furent déportées avant elle.
toutes déportées parce que juives, communistes, homosexuelles, tziganes. Il y a là des Hongroises, des Italiennes, des Grecques, des Roumaines, d'autres Françaises bien sûr, Marceline, Rolande, Simone, qui deviendra ministre plus tard, ou encore Ginette, adolescente. Ginette d'ailleurs dont il faudra que je vous reparle. Et puis il y a aussi à Birkenau tous les corps de métier, des couturières, des ingénieurs, des infirmières, des musiciennes. Tiens, permettez-moi d'ailleurs d'attirer votre attention sur la musique. En effet, toutes les musiques qui accompagnent ce récit depuis le début ont une particularité, une spécificité, celle de n'avoir jamais été entendues par leur compositeur. Ces musiques ont toutes été composées en chant. Leurs auteurs n'en sont pas sortis, mais leurs partitions nous sont parvenues grâce au travail acharné d'un chercheur et musicien italien, Francesco Lautoro, qui les a pour la première fois fait interpréter il y a tout juste quelques années. Mais revenons plutôt à notre histoire. De sa baraque, à côté du crématorium numéro 5, Madeleine est malheureusement aux premières loges pour assister jour et nuit au spectacle apocalyptique des centaines de personnes débarquées chaque jour des trains et qui prennent directement le chemin de la chambre à gaz. Elle voit quotidiennement ces êtres affolés, abrutis de fatigue et de peur, saisis d'incompréhension, et les gosses en larmes qui, dans la cohue et les cris, sont amenés en semant derrière eux leurs jouets et leurs petits souliers. Très vite, Madeleine apprend à ne pas se projeter plus loin que l'instant présent. Il faut s'efforcer de résister au supplice des sélections, du froid, des coups, de la gale, du typhus et des toilettes en quinconce où les besoins naturels se font dos à dos, fesse contre fesse, dans un temps limité. La journée se passe à endurer la faim, car le déporté ce n'est qu'un ventre. Il n'a plus qu'une pensée, manger. Et c'est là que c'est grave, parce que le déporté va faire ce qu'on lui demande de faire, va obéir totalement, parce qu'il n'est plus complètement un être humain. C'est d'ailleurs ce que les nazis ont voulu et organisé. Le désespoir était tel que nombreux étaient ceux qui pensaient que la nourriture n'existait même plus. Chaque matin, pour Madeleine, il faut également sortir du baraquement les prisonnières mortes durant la nuit et les entasser dans des charrettes qui partent pour le crématoire. Un jour, Madeleine regarde le camp et se dit « C'est pas possible. On est au moins 50 000 là-dedans. » En vérité, ils étaient 75 000 à ce moment-là. Obligatoirement, une poignée va s'en sortir. Eh bien, j'en ferai partie. Le désir de revoir Rosette, si la petite est en vie, la colère et la rage de vivre la tiennent debout, que ce soit dans les camps, dans les carrières, à l'usine d'armement où elle sera affectée pour travailler, puis dans l'interminable marche de la mort, lorsque les Allemands décident l'évacuation du camp de Birkenau vers l'Allemagne, pour échapper à l'avancée des forces alliées. C'est durant cette marche de la mort que Madeleine sera libérée, et d'une drôle de façon. À l'entrée du village de Wermsdorf, en Allemagne, les habitants sont alignés le long de la route. Il y a là des hommes, des femmes et des enfants, dont l'un serre entre ses bras un lapin blanc. La colonne de logs humaines à laquelle appartient encore Madeleine se traîne péniblement devant ces gens, qui tous restent silencieux, immobiles, les regardant passer. Madeleine titube à l'arrière, chaque pas est une torture. À un moment, elle tombe. Un soldat l'a vue s'écrouler. À présent, il l'observe. Il lève son arme. Il est prêt à tirer. Mais son regard se détourne vers les villageois. Que doit-il faire ? Épargner cette prisonnière ou la battre en pleine rue sous les yeux d'une population médusée ? La tuer. C'est la règle. Alors, il la met en joue. En même temps, cela vaut-il la peine de gaspiller une balle pour éliminer une femme que son état condamne à très court terme ? Madeleine ne bouge plus. Elle n'a même pas la force de parler, encore moins d'esquisser un geste. Elle voit juste le regard adressé par le militaire au témoin de la scène qui guette sa réaction. Alors, le lapin blanc s'échappe des mains de l'enfant. L'animal affolé cherche à s'enfuir. Dans sa course, il rencontre un obstacle, le corps de Madeleine. Le gosse se précipite pour attraper son lapin. Le soldat baisse son arme. Il ne prendra pas le risque de toucher un petit Allemand. Il ne tirera pas. Non, il s'éloigne et rattrape la colonne en courant. Madeleine a échappé au coup de grâce. Insensible, des villageois lui intiment l'ordre de quitter la chaussée en lui indiquant l'entrée d'un hôpital à quelques centaines de mètres de là, vers lequel elle va ramper. Personne ne l'aidera. Et c'est dans cet hôpital, bientôt occupé par les Anglais, qu'elle passera une partie de sa convalescence avant de pouvoir regagner Paris, et en particulier le grand hôtel Lutetia, réquisitionné pour accueillir les déportés au retour des camps. Lorsque Madeleine passe la porte à tambour du Lutetia,
Elle est encore gonflée d'œdème par la faim, mais tenue par le fol espoir de revoir sa fille. Elle se démène pour trouver un contact du réseau, savoir si Rosette est en vie. Après quelques recherches et rendez-vous dans Paris, elle parvient enfin à obtenir l'info recherchée. Oui, Rosette est vivante. Elle est du côté de Sainte-Foy-les-Lyons. Le maquis a pris soin d'elle, et les nourrices ont été payées pour s'occuper de la petite. Il ne reste plus à Madeleine qu'à se rendre de nouveau au Grand Hôtel, afin de récupérer un de ces billets de train qu'on donne aux survivants des camps, pour qu'ils puissent regagner la province. Madeleine retourne donc au Lutetia, elle passe de nouveau la porte à tambour, et là, à travers la vitre, elle croise un regard. C'est celui d'un homme, un petit homme fluet de 32 kilos. C'est celui de son sroulouche, Jacques. Il est vivant. Que s'est-il passé ? Une fois séparé sur la rampe d'Auschwitz-Birkenau, Jacques n'est en réalité pas parti aux chambres à gaz. Il a été conduit en direction d'un autre camp, celui de Auschwitz III, Buna Monowitz, où il a passé la totalité de sa déportation dans les mêmes atroces conditions que Madeleine. Est-ce que le couple est descendu à Lyon ? Est-ce qu'ils ont retrouvé leur petite Rosette ? Si oui, comment ? Qu'est-ce que peut être la vie d'un couple après les camps ? Eh bien, si vous souhaitez le savoir, il vous faudra lire « On se retrouvera » de Jacques et Madeleine Goldstein. Si je vous ai demandé de bien vouloir observer une distance physique entre vous au début, ce n'est pas par rapport à un quelconque protocole, non. En fait, c'est pour mesurer les absents. En effet, sur la totalité des déportés, 3% seulement sont revenus des camps. Alors la question se pose. Parmi les 97% qui ne sont pas rentrés, qui n'ont pas fait d'enfants, de petits-enfants, d'arrière-petits-enfants, combien d'amis n'avons-nous pas connus ? Où sont ces gens ? Il y a combien de films que nous n'avons pas vus, de poèmes, de musique que nous n'avons pas entendus ? Où sont ces gens qui ne sont pas nés ? Nous pouvons essayer de comprendre cette absence en imaginant ce qu'il serait advenu si certains n'étaient pas revenus non plus. Prenons par exemple le cas de la petite Ginette. J'avais dit que je vous en parlerai. Si elle n'était pas rentrée, alors elle ne se serait pas mariée. Et Ginette n'aurait bien évidemment pas pu avoir un enfant, Richard, en 1953. Et cet enfant n'aurait pas grandi. Richard ne serait pas devenu musicien. Il n'aurait pas non plus fondé un groupe avec quelques amis. Et du 2 au 11 novembre 1976, ce groupe n'aurait pas fait ses premières répétitions dans la cave de Ginette. Et vous ne pourriez pas entendre maintenant la batterie de Richard Kolinka, le fils de Ginette Kolinka, rescapé des camps d'extermination. Prenons soin les uns des autres.